Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Le 16 novembre 2021, la Chambre des comptes de la Cour suprême publie le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Adopté le 4 juin 2021, à l'issue de sa délibération en chambre du Conseil, le rapport était déjà prêt lorsque sa présentation à l'Assemblée nationale a été retirée de l'ordre du jour de la plénière du 25 juin 2021. Le document de 171 pages est venu confirmer toutes les malversations préalablement révélées par le pré-rapport qui avait fuité sur les réseaux sociaux en mai 2021. Le rapport d'audit porte l'estocade sur le favoritisme, les conflits d'intérêts et les nombreuses entorses à la réglementation autour de la gestion des fonds Covid au Cameroun. Morceau choisi. Une surfacturation à hauteur de 15 milliards 374 millions de francs CFA d'une entreprise inexpérimentée pour l'importation de 1 400 000 tests Covid en 2020. Et ce, avec l'aval des responsables du ministère de la Santé publique, indique le rapport de la Chambre des comptes. Des comprimés finalement importés après une offre de production locale. Le 29 juillet 2020, l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales IMPM recevait de DHL une livraison de 5 millions de comprimés d'hydroxychloroquine, 500 000 comprimés d'azithromycine et des intrants d'azithromycine, soit 12 fûts de 25 kg chacun, pour un montant de 601 300 000 francs CFA. La Chambre des comptes a pu établir que ces médicaments ont été livrés déjà conditionnés. Toutefois, l'IMPM a décidé de reconditionner ces médicaments dans de nouveaux emballages. Une opération qui va coûter 9 356 000 francs CFA. Le rapport d'audit évoque également un stock de médicaments de 536 millions portés disparus. L'opportunisme et autres conflits d'intérêts dans l'attribution des contrats. 1 255 274 772 francs CFA de travaux inachevés, mais payés intégralement. Cependant, ce que des observateurs ont considéré comme le scandale dans le scandale reste la vente des tests de dépistage à l'État du Cameroun par un autre membre du gouvernement. Par ordre de virement numéro 038-20-L MinSanté-Covid-19 du 11 mai 2020, l'ordonnateur du compte BGFI MinSanté Riposte Covid-19 a réglé la somme de 288 millions de francs CFA au profit du ministère de l'administration territoriale sur un compte ad hoc dont la Chambre des comptes ignore l'identité du titulaire pour l'achat de 15 000 tests de dépistage rapide Covid-19. Le compte BGFI a été effectivement débité de cette somme le 14 mai 2020. Le ministre de l'administration territoriale a reversé cette somme dans le compte BGFI du ministère de la Santé publique le 2 juin 2020, sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté. Selon le point focal Covid-19 du ministère de la Santé publique, co-signataire du dit compte, révèle la Chambre des comptes. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï, vous comprenez? Mais il arrive, Cédric. Et après, ce sera qu'il reçoit la deuxième partie. C'est passé. Cédric, il sera là dans bientôt, Madame, Monsieur.
Après le rapport de la Chambre des comptes sur l'utilisation des fonds Covid, où en est-on? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Alain Dipou. Bonsoir Alain. Bonsoir SAOA. Bienvenue. Merci, c'est avec un plaisir que je retrouve les couleurs de ce magnifique studio. Et j'ai le plaisir également de retrouver certaines personnes que j'avais perdu de vue sur ce plateau. Donc je ne me ferai pas le devoir de me substituer à la place du modérateur pour les présenter. Mais je suis fier de partager ce plateau avec les intelligences qui sont autour de moi. Voilà, j'ai insisté aujourd'hui qu'on est mettre sous Alain Dipou, grand reporter. Oui, c'est si on veut, c'est l'avant-dernier titre que j'ai pu glaner dans mes états de service au quotidien Le Messager. Voilà. Ce n'est pas une usurpation au regard, n'est-ce pas? Le mot est haïssable, mais je pense que ceux qui ont bien voulu me gratifier de ce titre ont vu quand même que j'avais apporté un plus à l'affirmation, au développement de notre canard. Et donc, c'est à juste si je peux répondre de ce titre aujourd'hui, grand reporter. Ok. Bonsoir Xavier Bellemé, Anna. Oui, bonsoir mon cher Alain Otto et merci de l'invitation. Le SDF va bien? Oui, le SDF est à l'image du pays qui connaît des chamboulements énormes. Ah bon? Oui, puisque le pays va très mal. Et le SDF non plus ne peut pas bien se porter dans un tourbillon de malheur qui encadre mon pays et notre pays. Et voilà. Et puis je dis merci pour l'invitation. Je salue tous les companélistes et aussi des millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Bonsoir professeur Nkoyo. Bonsoir Serge Alain. Merci une fois de plus de m'avoir convié à cet important débat et bonsoir à tous les companélistes. Voilà, le professeur Nkoyo dit important débat, on comprend. Merci. Maître Cheikh Ali, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à mes camarades qui sont toujours incarcérés dans les geôles de ce régime. Et un bonsoir particulier à vos téléspectateurs du quartier Onaref, Moundang Angaoundéré. Ils m'ont bien accueilli. Vous savez, j'ai fait toute une semaine dans la Damawa pour des raisons professionnelles. Oui. Et entre autres quartier personnes... Quartier Onaref, vous avez dit? Quartier Onaref Moundang. Oui. C'est à mon avis le plus beau quartier du Cameroun, surtout par la valeur des personnes qui y habitent. Voilà, vous avez dit Onaref Moundang, c'est le département du Mayokani, c'est ça? C'est un non, j'ai dit le fief de Moundang. Les Moundang sont du Mayokani, voilà, Kaélé. Voilà. Et c'est eux qui ont fondé un quartier qui s'appelle Onaref Angaoundéré. Dans la Damawa. On les salue au passage. Alain Dipou, lorsque je vous ai envoyé cette thématique, vous avez, je ne vais pas dire sauter de joie, mais vous sembliez hyper intéressé. Pourquoi? Je suis un peu enthousiasmé parce que, à l'image de nombreux Camerounais, de nombreux observateurs de la scène politique, de savoir que depuis qu'on a annoncé un certain nombre de choses autour de ce qui est convenu d'appeler Covid-Gate, jusqu'à présent, on est dans le languissement, on languit, on attend, on ronge le frein, et c'est comme s'il n'y avait rien après la mise en bouche qu'on nous a faite à travers le rapport, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes, dont vous avez évoqué les principales lignes tout à l'heure. Et donc, cette attente était un peu légitimée au regard, n'est-ce pas, des gros montants en termes de milliards supposés être distraits dans le fonds spécial de solidarité nationale en rapport avec la lutte contre le coronavirus dans ce pays. Et donc, j'avais fondé donc un espoir qu'enfin, après la publication, vous savez très bien, vous l'avez même indiqué, qu'il y a même eu tout un autre événement autour de cette affaire. Dès que la synthèse a été ébruitée sur les réseaux sociaux, les langues ont commencé à se délier, on a commencé à faire savoir aux gens qu'il faut tenir compte de la présomption d'innocence, comme si on avait livré quelques personnalités en charge de la gestion de ces fonds-là en pâture. Et donc, ça nourrit une certaine attente qui est aujourd'hui, jusqu'à présent, insatisfaite parce que
de la suite, n'est-ce pas, de cette publication du rapport, il n'y a pas un effet au niveau du pouvoir judiciaire. C'est comme si, avec l'hypercentralisme du pouvoir dans ce pays, on attend on attend que l'institution principale du pays, à savoir la présidence de la République, donne le ton pour que les enquêtes préliminaires qui ont été bien menées selon nos sources débouchent sur des poursuites judiciaires proprement dites. Donc c'est pour cela que cette affaire de chambre de rapport sur la gestion j'allais dire erratique, n'est-ce pas, des fonds alloués à la Covid-19 nourrit des attentes et aujourd'hui comme un serpent de mer, parce que on attend que ça bouge du côté de la justice en vain. On a vu des dénonciations également de la part d'un député de la place proche de M. Bédémé. On a vu ces diatribes. On l'a lu et à un moment donné, on a cru que la Chambre des comptes devrait pouvoir dire son rapport in extenso au Parlement. Mais à la dernière minute, ce programme avait été botté en touche pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. Mais ma petite connaissance du droit me pousse simplement à dire que moi, j'aurais été très surpris de savoir que la Chambre des comptes allait présenter son rapport à l'Assemblée nationale. Moi, ça m'aurait embêté si cet événement avait été prévu, c'est déroulé tel qu'il avait été ficelé. Le 25 juin le 2021. 25 juin, vous l'avez relevé dans votre propos introductif. Tout simplement parce que il faut seulement qu'on se dise bien que la Chambre des comptes fait partie des 3 chambres de la Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est la justice. Et le pouvoir de justice n'a rien à voir avec le pouvoir législatif qui est entre les mains. C'est séparé, hein? C'est séparé. Oui. Donc, il y a un principe théorique de séparation de pouvoir au Cameroun. Parce que moi, je vous dis voyez mal le fait que le judiciaire aille présenter chez aux élus du peuple législatif, qui ont tous les mécanismes que leur confère la loi pour pouvoir également faire des enquêtes parlementaires, au même titre que la Chambre des comptes, puisque ça rentre dans la deuxième mission du Parlement, le contrôle de l'action gouvernementale. Vous pensez que c'est ça qui pourrait être à l'origine de l'annulation de cette présentation? Je pense que le bon sens... juin? Je pense que le bon sens, au regard de ce que je viens d'expliquer, aurait milité en faveur, n'est-ce pas, de ce report sine-die. Ok. Voilà. Xavier Bélémé, le chef de l'État instruit, à travers, on l'apprenait à travers cette sortie du ministre d'État, SGPR. C'était exactement le 6 avril 2021. Le SGPR écrivait à son homologue de la justice. Il lui transmettait les hautes directives du chef de l'État demandant d'ouvrir une enquête contre les auteurs, co-auteurs et complices des malversations. Oui, c'est exact. Jusqu'ici, rien. Oui, c'est exact. Il faut d'abord souligner que le mutisme observé actuellement relève de la malgouvernance qui a été érigée en modèle dans notre pays par le régime du président Biya. Et ça, c'est d'abord le premier constat. Deuxième constat, il faut voir que on peut interpréter ça comme une rébellion contre le chef de l'État. Et quand on voit le chef de l'exécutif, qui est le président de la République, et le pouvoir judiciaire, parce que la Chambre des comptes, comme l'a si bien souligné Alain Dupou, fait partie de la Cour suprême. Et c'est elle qui a la charge de valider la comptabilité publique de l'État. Et elle est en matière, et c'est une chambre de comptes qui est constituée de hauts magistrats sur le plan juridique, sur le plan d'expertise diverses, c'est-à-dire que notamment dedans, il y a des ingénieurs, il y a des magistrats ingénieurs, il y a des magistrats experts sur les questions des finances publiques et plusieurs autres experts. Alors, ces deux institutions combinées indiquent, parce que il faut le dire dans le rapport de la Chambre des comptes, il est mentionné clairement qu'il y a au moins 12 ministères qui sont concernés, dont les cas sont susceptibles de passer au pénal. Ouais. Et on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ce n'est pas passé. De deux, il faut comprendre que dedans, il y a 4 infractions qui ressortent. Des infractions
qui sont susceptibles qu'on engage une action publique contre les auteurs. Et c'est pour ça que le chef d'État demande qu'on engage des actions contre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Et maintenant, donc, ça biaise. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine mauvaise gouvernance. Et de deux, pourquoi on se pose la question jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce rapport, la Chambre des comptes, qui était dans le site de la direction du budget de l'État, la direction du budget, n'a pas été programmée, sa lecture programmée au niveau de l'Assemblée, a été déprogrammée à la dernière minute sans aucune autre explication. Pourquoi? Et de deux, pourquoi le mutisme de plusieurs parlementaires, de toute la plupart des parlementaires jusqu'à aujourd'hui, qui ne dénoncent rien, alors que l'article 15 alinéa 2 de la Constitution de la République fait du député le député de la nation. Dès que vous êtes élu député, vous devenez le député. Lorsque votre camarade Jean-Michel Nithieu le fait, vous suivez tout ce que il est taxé de... Je ne sais pas, on parle d'agitation et tout ça, vous comprenez ça? Ils sont près de... Bon... Ils sont peut-être 150, hein, parce que beaucoup sont... Heureusement... Comment comprendre le mutisme des autres? Non, heureusement qu'il y a un député à l'Assemblée nationale qui s'appelle l'honorable Jean-Michel Nithieu. Est-ce que sa voix toute seule porte la voix de Jean-Michel Nithieu? Est-ce qu'à lui tout seul, ça peut faire bouger les lignes? Oui, ça ne peut pas faire bouger les lignes au niveau du Parlement, mais ça fait bouger les lignes au niveau de la République, parce que la Chambre des comptes, la Cour suprême s'est saisie à travers une de ces chambres de cette question et enquêté et sorti un rapport. Et qui aujourd'hui réconforte énormément l'honorable Jean-Michel Nithieu dans ce qu'il dénonçait. Et vous savez, le député, quand j'ai cité tout à l'heure l'article 15 alinéa 2 de la Constitution, que c'est un député de la nation dès son élection, les députés, si on peut comprendre les députés du RDPC, qui constituent une majorité obèse et mal acquise, et qui sont pris dans la discipline de leur parti, d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai, parce qu'ils sont les députés de la nation, et qui peuvent garder ce mutisme, ce silence assourdissant. Ce qu'on ne comprend pas, c'est les autres députés de l'opposition. Pourquoi sont-ils silencieux face à une... Vous savez, voler l'argent destiné aux malades et aux morts est un crime grave. Il n'y a pas plus de crime que ça. Parce que l'argent ici, c'est de l'argent destiné aux malades et aux morts. On a perdu plus de 1000 citoyens camerounais qui sont morts à cause de cette pandémie. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir tourner ça en perte de profit. Et c'est scandaleux. Donc il faut qu'ils s'interrogent. Il faut donc... Et nous remarquons qu'un seul député sur les 180 à l'Assemblée arrive à dénoncer ce scandale, qui n'est pas le seul. D'ailleurs, ça nous rappelle l'affaire des avions chinois, où on a un ministre s'est amusé un jour de dire qu'il y a eu 2 avions achetés à 30 milliards et on a reçu le cadeau d'un 3e avion, comme les vendeuses d'arachide qui sont ici dans des rues, où vous venez à je vais goûter, vous donne un peu d'arachide, vous goûtez, on achète 2 avions, on donne un 3e cadeau. C'est incroyable. Alors que c'était un mensonge grossier, parce que cet avion, au prix d'achat neuf, coûte seulement 4 milliards et demi. C'est moins de 15 milliards les 3 avions. Donc, allez voir, faites vos calculs, comprendrez là où vient le problème. Donc, ça veut dire qu'il y a eu au moins 15 milliards qui ont servi aux rétrocommissions. Donc, des malversations financières qui caractérisent ce régime quarantenaire aujourd'hui. Ok. Popsin Koyok, je l'ai dit il y a quelques minutes, ça fait plus d'1 an que le président a demandé que les auteurs, co-auteurs et complices qu'il soit ouvert une enquête contre ces personnes-là, mais 1 an après, toujours rien. Comment comprendre cela? Oui, je veux simplement dire que nous devons tous apprécier la liberté d'expression qui a été laissée au peuple camerounais, qui se mêle même des choses que ce peuple ne maîtrise pas. Parce qu'en réalité, dans toute démocratie, il y a séparation de pouvoir. Et il faut donc comprendre les interrelations entre les 3 pouvoirs. Bon, mais quand l'homme de la rue se mêle, il comprend à sa manière et il attend que les choses se réalisent comme lui il comprend, alors qu'il ne comprend pas grand-chose. Nous sommes tous d'accord qu'un rapport avait fuité. Peut-être quelqu'un avait vendu la mèche, comme on dit. Et je me dis qu'en réalité, il est quand même aujourd'hui démontré qu'il y a eu la commission et les magistrats avaient détecté
30 fautes de gestion. Oui. Et parmi les 30 fautes de gestion, les magistrats avaient suggéré 10 procédures. Oui. Ça veut donc dire que ce que l'homme de la rue a compris n'est pas nécessairement la volonté des magistrats. Parce que c'est eux qui font des instructions, c'est eux qui mènent des enquêtes. Et maintenant, l'homme de la rue se mêle et il ne comprend plus que le magistrat. Vous allez donc comprendre que si aujourd'hui, le processus n'est pas ce que veut le peuple, c'est peut-être parce que le peuple a été induit en erreur. Et maintenant, le peuple qui est induit en erreur attend une suite logique à une procédure qui était un peu bâclée. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la présidence de la République qui devait demander au ministre de la Justice de poursuivre le processus, mais le ministre a donc demandé qu'on lui donne le fond des dossiers parce que la personne qui lui demande de faire des auditions et tout le reste n'est pas la personne indiquée. Il a donc répondu en disant qu'il attend les fonds des dossiers. Or, la personne qui demandait ces instructions n'avait pas les fonds des dossiers. Mais la Cour des comptes même avait encore le fond des dossiers. Donc, je veux simplement dire, le président de la République avait dit à un certain moment, on ne commente pas les commentaires. Donc, quand les Camerounais veulent participer à la gestion d'un projet qui n'est pas à leur niveau de gestion, il faut donc comprendre qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, il y a eu des malentendus. Mais les gens attendent que les magistrats agissent parce que l'homme de la rue a raconté des choses qui sont erronées, alors qu'à l'intérieur, ils étudient les dossiers selon les procédures. Bon, maintenant, vous-même, vous savez que certains ministres, certains départements ministériels n'ont même pas répondu à l'appel pour les auditions. Il y a eu 19 départements ministériels, d'autres ne l'ont pas encore fait, et peut-être que c'est les gens qui estiment que les voies, les procédures sont bâclées. Et vous n'allez donc pas demander qu'on sanctionne ces gens, alors que toutes les procédures ne sont pas très bien maîtrisées. Bon, moi je me dis aujourd'hui, quand j'ai vu la thématique, je croyais qu'un autre document avait fuité qui nous dit quelle est la suite, parce que ce que le collège des magistrats et tous les autres, leurs décisions ne sont pas divulguées partout, et que l'homme de la rue n'est pas habilité à juger ce que le magistrat devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Il y a un principe de subsidiarité, et moi je me dis, nous n'avons pas très bien compris ce qui s'était passé. Vraiment, vous avez vu des mouvements d'humeur parce que le dossier était arrivé à l'Assemblée nationale, alors que ce n'était pas la porte dédiée à ce type de dossier. Vous voyez donc il y a un peu une... C'est l'homme de la rue qui a envoyé ça là-bas à l'Assemblée, qui a dit que ça devait être lui à l'Assemblée le 25, c'est l'homme de la rue. Il y a les textes qui disent qui doit recevoir le rapport de la Cour des comptes. Professeur, parce que vous faites le procès de l'homme de la rue, je veux donc savoir si c'est l'homme de la rue qui a inscrit ce jour-là dans l'ordre du jour que le rapport devait être... Le rapport, c'est l'homme de la rue qui a mis... Tout le monde amené ça là-bas à l'Assemblée. J'ai dit tout le monde se trompe. Tout le monde peut se tromper. Et j'ai dit l'information est arrivée au niveau de l'homme de la rue qui n'a pas compris grand-chose. Tout ce que nous demandons là, c'est les réactions de l'homme de la rue, dont la mission n'est pas de suivre ce genre de dossier. Et quand dans une information fuite, on dit l'opinion ne pense pas. Donc les gens ont raconté beaucoup de choses. Il y a donc des éléments qui échappaient à nous, au peuple. Mais aujourd'hui, le peuple attend toujours comme si sa mission était de contrôler ce type d'action. Moi, je croyais, par exemple, qu'un autre document a fuité
Et non, la thématique est claire. Où est-ce qu'on en est après le rapport d'audit? Non, parfois on peut dire où est-ce qu'on en est, parce qu'on a un autre document à fuiter. Moi, je me suis dit, j'attends, puisque depuis ce que nous connaissons déjà tous, il n'y a pas un autre document qui a fuité. Non, je vous ai dit, je vous ai rappelé les hautes instructions du chef de l'État. Oui, c'était le 6 avril 2021, ça fait plus d'un an. Oui. Ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices. Oui, parce que... Un an après, vous avez suivi ce qu'a dit Xavier Blémé? Il a dit, bon, ça c'est... C'est quoi? C'est le discours de son parti. Non. Moi, je suis habitué à écouter ces mêmes discours. Comprenez que le professeur Koyok n'a rien à dire dans ces dossiers. Voilà. Donc, en réalité, absolument rien. Écoutez, monsieur, vous avez parlé religieusement, je vous ai écouté. Allez-y. Vous n'êtes pas à mesure de dire ce que je sais et ce que je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en train de vous juger. Et ne tentez pas de me juger. Je ne vous juge pas. Que vous ne connaissez pas. Voilà. Écoutez, Xavier, laissez le prof il a parlé, lui, il a dit ce qui est normal, que la présomption d'innocence. J'avais déjà dit ici... Non, ça c'est le ministre Sadi qui sort après le... Non, après lui aussi. Oui. Dans mon propos, lui, dans son propos, il a dit qu'on avait dit qu'il y avait présomption d'innocence. C'est un principe qui est appliqué dans tous les pays. Donc ce n'est pas le Cameroun qui dit qu'avant que quelqu'un ne soit jugé, on ne peut pas le condamner. Parce qu'au départ, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit inculpé. Donc les gens pensent que dès qu'on... Vous savez que ça c'est sur certains dossiers, non? Non. Si on dit ce principe. Si on dit si on dit par exemple que le professeur Nkoya a fait telle chose, il faut que le juge vérifie si c'est vrai. Mais au départ, je bénéficie de cette présomption d'innocence. C'est pour cela que lorsque vous ne pouvez pas demander qu'on me condamne sans qu'il y ait eu le contradictoire et tout le reste. Et vous avez vu que cette procédure a été entachée de beaucoup de vices de forme. Quand on demande au ministre de la Justice de faire telle chose, il dit donnez-moi les fonds de dossier. Parce qu'il sait que la personne qui lui demande n'est pas la personne compétente. Ce n'est pas la présidente qui doit lui donner les instructions par rapport au dossier. Il attend les rapports de la Cour de compte. Alors, le rapport n'est même pas encore à son niveau. Tout le monde est au courant. Et tout le monde déclare tel ministre a détourné tel machin. Il faut même qu'on les dépose d'abord. C'est pas tout le monde qui a écrit. Non, c'est ce que les gens disaient. Non, c'est pas les gens qui disent. Non, vous savez, le dossier qui avait fait 3 ministères. Mais comment vous pouvez J'ai dit, écoutez, sur l'ordre de la rue, c'est des magistrats de haut vol qui ont écrit ce rapport. Non, je vous ai dit, le dossier qui a fuité. Lequel? Le pré-rapport? À synthèse. Le dossier, le premier rapport. Non, nous ne sommes plus. Nous sommes le rapport qui est sorti le 16 novembre 2021. Était la compréhension ou bien ce que souhaitait l'homme de la rue. Ce n'était pas le magistrat. Mais lorsque le vrai rapport sort, on dit qu'il y a eu 30 fautes de gestion et on a demandé qu'il y ait 10 procédures. Donc ce n'était pas ce que l'homme de la rue pensait. Donc, il y a eu d'autres aspects que nous ignorons aujourd'hui parce qu'un autre dossier n'a pas fuité. Merci. Il faut qu'on ait encore un autre rapport de la personne autorisée. Il y a quand même un principe de subsidiarité. On ne va pas se substituer à la justice pour faire la justice à sa place. Voilà, justement, dans la conclusion, la Chambre des comptes estime que l'ensemble des dysfonctionnements dans l'organisation et toutes les autres irrégularités méritent au moins une procédure de gestion de fait, 30 procédures de faute de gestion et 10 procédures judiciaires. Nous sommes le 16 novembre 2021. Oui, Jusqu'ici, rien n'a été fait. Oui. Et je veux vous dire en langage simple pourquoi rien n'a été fait. Oui. Mais pour ce faire, il est absolument nécessaire de rectifier une ou deux petites erreurs que mes copanélistes ont commis. Monsieur Djipou, je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Vous êtes pour moi l'une des meilleures plumes de ce pays. J'en suis honoré. En réalité, la loi qui organise le fonctionnement de la Chambre des comptes, la Cour des comptes,
prévoit effectivement que la Cour des comptes présente son rapport au corps législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vice de forme. C'est la loi qui organise le fonctionnement de la Cour des comptes qui le prévoit. Là, il faut que... Je vous le dis, comme ce n'est pas votre domaine. C'est juste une petite erreur. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes. Ensuite, il faut toujours avoir à l'esprit que si les juges sont indépendants, les procureurs ne le sont pas. Que ce soit procureur de la République, procureur général, et ainsi de suite. Ils sont soumis au principe de la subordination hiérarchique. De sorte que, déjà, un juge ne s'auto-saisit pas. Pour qu'un juge puisse avoir un dossier entre les mains, il faut que le procureur de la République le lui soumette. Il faut que le procureur général le lui soumette. Du coup, le procureur de la République est subordonné aux volontés du procureur général. Le procureur général est subordonné au ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice est subordonné au président de la République. Si jusqu'aujourd'hui rien n'a été fait, c'est tout simplement parce que le grand ordonnateur des procédures, c'est-à-dire M. Biya, n'a pas voulu que des poursuites soient engagées. Là, ce que je vous dis, c'est indépendamment de mon parti politique. Je vous dis ce que les textes légaux... Il n'a pas voulu, oui, mais parce que le 6 avril, déjà, il le SGPA demandait... J'y arrive. Il transmettait les hautes directives. Il a transmis ses hautes directives. Oui. Il ne les a pas suivies. Il n'a pas suivi l'exécution de ces hautes directives. Qui n'a pas suivi? Le président de la République. Si moi je donne l'ordre à mon collaborateur, je lui dis que dans le dossier X, il faut interjeter appel aujourd'hui. Je sais que je suis tenu par les délais. Je ne reste pas là. Si je sais que le greffe ferme à 15h, à midi, je le rappelle, je lui demande de me rapporter la décharge qui prouve que il est allé déposer la lettre d'appel dans les formes et délais que je lui ai indiqués. Pour comprendre cela, il faut relire les mémoires des anciens dignitaires du régime de Biya. Atana Mebara, Mara Fahmi Douaya, Urbain Olangena, tous ceux qui sont aujourd'hui en prison. Ils nous révèlent en réalité que les poursuites contre certaines personnes ne peuvent être enclenchées qu'après l'accord personnel de M. Biya. Si nous n'avons pas foi en leurs écrits, il faut savoir qu'il y a une circulaire au Cameroun qui remonte depuis l'époque d'Aïdjo et qui n'est toujours pas abrogée. Dans notre jargon, il y a une expression, on dit c'est un dossier coté. Dès lors que vous atteignez un certain rang social, on ne peut pas exercer des poursuites contre vous sans que la hiérarchie ne donne son accord. C'est contraire à la loi, c'est contraire à notre constitution, mais les gens ne veulent pas en parler. De sorte que, si aujourd'hui un ministre... Pour faire simple, hein, Métali, tous les dignitaires qui sont en prison, c'est parce que on a donné le quitus. A donné le quitus. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que ça veut dire, et c'est ce que des dignitaires aujourd'hui emprisonnés racontent. Je prends l'exemple de Mara Fahmi Douaya. Lorsqu'on a commencé à s'agiter, il est parti voir Biya. Il lui a dit non, t'inquiète pas. Tous les dignitaires qui sont dessus aujourd'hui le confirment. Aucune poursuite contre un dignitaire, un haut responsable de ce pays ne peut être enclenchée sans l'accord personnel de M. Biya. Nous en avons même les preuves. Lorsque le Mara Fahmi Douaya commettait les lettres ouvertes à l'adresse du peuple camerounais, au-delà de ces lettres, il y avait les annexes. On avait des preuves évidentes que les procédures judiciaires au Cameroun sont télécommandées. Avant que Titus Ezoa est arrivé dans une salle de justice, dans une salle d'audience, il a sorti les enregistrements entre deux ministres qui expliquaient benoîtement comment ils allaient déclencher le rouleau compresseur. Il y a une expression, il dit qu'on sort un peu aujourd'hui, dès qu'il finit ça, pam, on sort l'autre. Serge Alain, ne nous voilons pas la face. Donc vous n'avez pas espoir en ce qu'il est convenu d'appeler Covid-Gate? Aussi, on va attraper les gens. Quand? Justement,
Dès que quelqu'un va s'approcher trop près du trône, à ce moment, Vraiment. puisque c'est devenu un instrument de règlement de compte. Serge Alain, j'aime souvent à expliquer les choses clairement. En 2016, on fait la réforme du code pénal. Les ministres de Biya, subrepticement et malicieusement, introduisent une clause qui prévoit l'impunité pour les membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir l'immunité. Non, j'ai même dit l'impunité. Certains téléspectateurs pouvaient ignorer le mot immunité. L'impunité. C'est-à-dire qu'ils sont Ils voulaient que la loi dise noir sur blanc qu'ils sont intouchables. Ce projet de loi a traversé l'Assemblée nationale. M. Biaki était à l'époque en congé à l'extérieur. Il a demandé une seconde lecture et puis on a enlevé cela. Après la dénonciation du groupe parlementaire. Oui, mais toujours est-il que ça avait traversé l'Assemblée nationale. Parce qu'en qu'en réalité, s'il y a une chose que ce régime aime bien, c'est d'avoir toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête du citoyen. Madame le professeur Koyok vient de le dire. Peut-être même elle semble regretter qu'on ait réussi à arracher un tout petit peu la liberté d'expression. Mais je vais vous dire une chose, professeur. Peut-être parce que vous n'êtes pas juriste. En droit. Mais vous n'êtes pas l'avocat en droit de l'opposition. Vous êtes professeur, en de droit, votre, dès le niveau 1. Dès le Ce que niveau 1. vous dites là, c'est aussi faux. bien au Cameroun que dans toutes les C'est facultés. malheureux pour qu'un juriste dise des choses Dans comme toutes ça. les facultés, on nous apprend à commenter les décisions de justice. La licence. On commente les avocats décisions n'ont que la licence. de justice. C'est un droit absolu. Si quelqu'un peut décider de ne pas commenter les commentaires, mais on nous a formés à l'école. Qui vous a formé? Et d'ailleurs, dès le cycle de capacité, parce que moi je suis un capacitaire, dès le cycle de capacité, mes enseignants, à qui je rends d'ailleurs un vibrant hommage, nous ont appris la technique du commentaire d'arrêt. Lorsqu'on fait l'examen d'entrée au barreau, il y a une épreuve qui s'appelle le commentaire d'arrêt. Commenter une décision de justice, c'est le droit du citoyen à condition que ces commentaires soient objectifs. Et sachez qu'une décision de justice est dans le domaine du public. Nous parlons de confidentiel de justice. Les décisions, la Chambre de compte, c'est une juridiction. Et ce n'est pas une décision de justice. Et lorsque la Chambre de compte rend son rapport, ce rapport fait partie du domaine public. Mon copanéliste du SDF vient de nous faire remarquer que ce rapport de la Chambre des comptes est publié sur le site officiel du ministère de la direction du budget. Voilà. S'il a été fait, c'est parce que quelque part, ce régime a cédé aux pressions qui lui imposent de rendre publiques et accessibles certaines informations qui regardent la vie de la nation. Il est donc tout à fait normal aujourd'hui que la nation s'interroge. La présomption d'innocence n'est pas bafouée. Lorsque le juge des comptes dit qu'il y a une malversation, à partir de cet instant, il y a présomption de malversation. Le rôle du juge pénal maintenant sera de déterminer l'identité de l'auteur de la malversation. Si on n'a rien à craindre, qu'on transmette ces dossiers au procureur général du tribunal criminel spécial. Et après, lorsqu'il rendra son ordonnance de renvoi, à partir de cet instant, cette ordonnance de renvoi sera dans le domaine public et nous pourrons encore le commenter. Mais le régime de Biya fait ce qu'il aime toujours faire, c'est-à-dire dire que je suis le maître du temps. Et soyez rassurés, vous m'avez demandé, vous avez dit, est-ce que je n'ai pas l'espoir qu'un jour l'un d'eux viendra répondre de ses actes? Mais, Serge Alain, le jour où l'un de ces ministres va lever la tête, à ce moment, on va faire ce qu'on a fait aux autres dignitaires. Bam, on va l'arrêter, on va le condamner dans le cadre du Covid-Gate. Voilà, Alain Djipo, vous avez espoir qu'un jour cette histoire de Covid-Gate puisse... c'est-à-dire que les attentes des populations sont grandes, hein, qu'on dise. Oui. Au moins, ça ne devrait pas s'arrêter là. Hein, 10 procédures judiciaires, on attend toujours, ça fait bientôt 6 mois. Hein. Oui, comme je l'ai dit dans mon précédent propos, je crois que
si l'affaire semble ne pas suivre son cours normal, je pense que l'une des raisons principales, on essaye de développer cela autour de cette table, c'est l'hypercentralisation du pouvoir. C'est quelque chose qui n'est pas toujours favorable à ce que la justice s'auto-saisisse d'une certaine manière de certaines affaires de la République. C'est le cas avec ce fameux rapport de la Chambre des comptes. Pourquoi est-ce qu'il faut que, lorsque des enquêtes préliminaires ont été menées, lorsqu'un rapport a mis en exergue un certain nombre de dérapages par rapport à la réglementation, dérapages volontaires, voulus, tout au moins avec preuve à l'appui sur la base des documents compulsés, sur la base même du principe, du respect du principe du contradictoire, parce que certaines personnalités ont été auditionnées à plusieurs reprises dans leur bureau. C'est ce que dit le rapport. Et donc, lorsqu'on a bouclé cette étape, grande est la surprise de l'opinion de savoir que l'affaire est rangée dans un tiroir et rien n'avance, alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait une réhabilitation de l'opération épervier. Et parlant justement de cette réactivation, vous voulez dire? Voilà, le mot est bien connu dans le parti du professeur Payop. Réactivation. Non, il fallait, au lieu de réactiver la commission ad hoc, je crois qu'on ferait mieux de réactiver l'opération épervier. Bon, je pense que puisque toute cette décision, l'opportunité de la poursuite appartiendrait, selon certaines évidences dans ce pays, au chef de l'État. Donc c'est pour ça qu'on a accroché derrière le temps du président de la République. On attend donc que son heure sonne pour qu'il déclenche le processus. Mais Maître Tchekali a dit ça, c'est valable pour certains hauts commis de l'État. Il n'y a même pas de... C'est pas tout le monde. Moi, ça intéresse tout le monde. Je ne fais pas de nuance. Oui. Parce que dans cette opération de distraction de fonds, de détournement, de mauvaise gestion, il n'y a pas que les ministres qui sont épinglés. Même les prestataires de services sont des complices. Et donc tout ce qui dit auteur, complice, auteur et complice. Donc, dans la chaîne de responsabilité que la justice devrait pouvoir établir, on ne va pas seulement retrouver, j'en suis sûr, des ministres, des dignitaires. Donc ça concerne tous ceux qui ont, de près ou de loin, attenté à la fortune publique. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que ceux-là, est-ce qu'il faut forcément que ce soit le président qui réactive? Forcément. Vous savez... Est-ce que... voilà, on ne peut pas commencer là-bas. C'est le nœud gordien. Maître Cheikh, tout à l'heure, a rappelé si bien comment l'opération épervier avait été menée. Nous pensions que... Il n'était pas dans la commission. Pardon. C'est un avocat qui parle de ses affaires privées. Non, en réalité, il a fait un rappel historique. Il y a les avocats du diable, c'est ce qu'il fait. En fait, professeur, je ne sais pas pourquoi mais vous semblez toujours avoir du mépris pour moi ou pour ma formation. Mais laissez-moi vous dire. L'avocat contre un gouvernement. Laissez-moi vous dire alors que vous n'avez que pas cette capacité. Dans ma profession, dans le milieu, on est... Oui. Les gens me respectent, contrairement à vous. Vous allez répondre après, Maître Tchekali, permettez. Bon, Maître, je voulais simplement évoquer le rappel historique, parce que c'est toujours bien de voyager avec ses bagages. C'est ce que Maître Cheikh a dit, parlant de l'opération épervier. Et je suis... C'est des choses qui ne sont pas vraies. Mais ça c'est bien développé dans ce pays. Il parle comme un avocat. Professeur, je voudrais nous rafraîchir la mémoire. On les enterre à plat, fantasimment. Non, professeur, on n'irait pas jusqu'à ce niveau-là. Non, moi je vous dis la vérité. Je voudrais simplement indiquer que... Mais comme ça. Non, les avocats, par respect, ils nous regardent. Quand il veut défendre son client, il ment. Je voudrais indiquer autour de cette table que lorsqu'on déclenche l'opération épervier, il y a une spectacularisation autour. Des journaux de cette République ont publié des arrestations en heure et temps réel. On a vu des images. Oui, on a même vu des images de personnalités. Des ministres. En garde à vue. Voilà. Dans des ministres. Et même en prison déjà. Là, on ne respectait pas la présomption d'innocence. Bon, en réalité, c'était pour donneur de leçons. Parce que le temps avait été donné depuis le très haut qu'on exécute cette affaire. Et dans cet emballement médiatique,
les gens ont cru penser qu'il s'agit de protéger la fortune publique et que c'est le signal fort que le chef de l'État donnerait pour que les prévaricateurs, les bandits en col blanc, comme il aime souvent à le dire, se tiennent bien sur leur carreau. Or, au fur et à mesure qu'on a poursuivi l'analyse de cette affaire, on s'est rendu compte qu'en réalité, les personnalités ciblées par cette opération appartenaient à une nébuleuse qu'on a appelée à un moment donné G11, qui avait l'ambition d'accéder au pouvoir. Et donc, on a donc compris que la spectacularisation, la médiatisation qui en est suivie, permettait comme ça au chef de l'État d'éliminer ses adversaires possibles pour qu'il soit seul maître sur le terrain de l'élection au moment venu. Et ce n'est pas faux, puisque dans cette procédure, moi je parle sous le contrôle de maître, il y en a dont la justice n'a pas pu établir la culpabilité. On parlait de Marafa tout à l'heure. C'est surtout ça. Complicité intellectuelle. Et donc ce principe-là... Il y en a dont les procès sont renvoyés. Hein, Et bien sûr, Oui, ce que l'homme de la rue raconte n'est pas vrai. Au calendrier grec. Et donc, il semble que dans ce pays, si la justice doit fonctionner, il faut que la présidence de la République impulse. C'est les faits. C'est ce que nous démontrons autour de cette table. Ce n'est pas que c'est écrit quelque part. C'est un grand reporter qui le dit. En fait, Monsieur Ndjipou, pour votre gouvernement, sachez, je dis, si vous aviez des suppositions, je vous permets donc d'avoir aujourd'hui une certitude. Non, il y a une circulaire signée par le ministre de la Justice depuis l'époque d'Aïjo, circulaire qui n'a jamais été abrogée, qui a institué une catégorie de dossiers, on appelle ça les dossiers suivis. Un brillant magistrat qui était en service ici à Douala Bonanjo, pour avoir osé critiquer ça dans son livre, a été muté très loin de Douala. Voilà. Je voudrais ce soir lui adresser... Et ça, comment pouvait-il en être autrement? Nous parlions de l'hypercentralisation du pouvoir. Vous savez très bien que le conseil de la magistrature, celui qui nomme et révoque les magistrats, qui sont supposés se saisir de certaines affaires, c'est le président de la République. Alors, ça veut dire qu'il les tient. Aujourd'hui, on en est, lorsque M. Kava est élu, ou bien M. Niat est élu au Sénat, ou bien à l'Assemblée, la première personnalité qu'il remercie, ce n'est pas les électeurs qui sont assis devant eux, mais c'est plutôt le président de la République. Donc, le président du parti. Je suis désolé. Oui. Parce qu'on peut retrouver les bandes. On peut retrouver les bandes. On dit bien président de la République. On n'a jamais dit président national. Vous êtes non, je suis désolé, professeur. Alors, on peut retrouver les bandes. On suit les. Professeur, quand vous dites qu'il remercie le président du parti et non le président de la République. C'est le président national du parti. Que le président de l'Assemblée remercie souvent. Bien sûr. Après que ses camarades aient voté pour lui. La première prise de parole, c'est lui qui remercie le président de la République. Parce que le RDPC a la majorité au Parlement. Et c'est le RDPC qui peut gagner le poste de président. Donc c'est en tant que président national du parti. Quand ils font leurs choses dans le SDF, qui les... Serge Alain, c'était tout simplement pour indiquer... Chaque parti est libre de... Cette différence du législatif vis-à-vis de l'exécutif. Pas de différence. Cette dépendance. Cet asservissement. Nous pensons, nous avons la même pensée. Moi, vous allez réveiller le professeur Koyok. Hein, c'est même plus dangereux. C'est même de l'assujettissement. C'est de l'assujettissement. L'aliénation de certains pouvoirs. Alors que vous cachez vos partis. Je crois que le principe de séparation est établi, le pouvoir est établi par la Constitution. Donc ça veut dire que même sur le plan réglementaire et juridique, il y a une entorse par rapport à la loi. Parce que chaque pouvoir, que ce soit l'exécutif, le législatif ou le judiciaire, chaque pouvoir est indépendant. Donc, d'où vient-il que maintenant, lorsqu'il faut actionner le levier du pouvoir justice, qu'on attende de l'institution qu'on appelle président de la République? Ça veut dire qu'il y a un assujettissement dans la pratique. Je pense que, professeur... Lorsque les gens vont vous écouter, ils vont dire des âneries. Et ça, c'est l'aliénation. Vous faites des procès d'intention. Je crois que vous avez les gens. Avec non, il écoute directement. Xavier Bellemé, vous avez espoir que tout ce qui a été arrêté puisse être un jour, puisse aboutir, tout ce travail abattu par la Chambre des comptes. Mais c'est quand même ce que le peuple attend. Le professeur Koyok,
quand on parle du principe de séparation de pouvoir, elle dit qu'on aliène le peuple. Non, Vraiment, vous avez dit que c'est le président qui... Quand ça vient du professeur Koyok. Écoutez, c'est Mais pas... J'ai dit, ce le n'est tombe pas... des nues. Le professeur C'est- Koyok ce n'est n'est pas- Tombe des nues, madame. Ce n'est pas le Restez- président restez- qui restez-vous, madame. décide de tous les procès. Je Ça, suis ce n'est désolé, pas vous vrai. n'êtes pas dans la pratique. Ah non, Merci. vous laissez Mais- ça. Oui, Xavier Belin. Voilà, et je voulais dire que dans notre pays, le chef de l'État est chef partout. Il donne des ordres partout. Devenez donc chef aussi. Et que, merci Président. Madame Koyok, nous allons le Devenez devenir. président. Nous allons diriger ce pays, ne vous en faites pas. Quand ça? Et nous allons le faire. Si vous n'étiez pas en train de voler les élections, il y a très longtemps, le RSM serait au pouvoir depuis 1992. Et vous le savez bien. Et je crois que depuis, nous débattons ici en toute intelligence, dans le respect. Et donc, n'essayez pas d'apporter, de jeter le propre sur le plateau de ce soir. Et vous êtes une éminente professeure des universités. Pardon, parlez. Soyez un C'est peu comme vous plus avez dit. respectueuse pour vous-même, Permettez. pour le reste, Merci. et pour les Mais téléspectateurs qui qui nous suivent. répondent à la question et Bon, ça déjà, pas. Oui, parce que il y a chef de beaucoup l'État- d'interférences de votre part. Le chef de Ils l'État, mentent au nom de en ce ces qui concerne en ce qui concerne le Covid Gate, il n'y aura aucune arrestation, comme l'a si bien indiqué Maître Vous Cheikh. êtes pessimiste? Oui, non, pessimiste, il ne le fera pas, sauf s'il trouve un intérêt politique. S'il ne trouve pas un intérêt politique, il ne trouve pas pourquoi. Il trouve pas pourquoi il va le faire, puisque cela ne va lui rapporter aucun bénéfice politique. Mais pourquoi avoir donc demandé que ces enquêtes judiciaires soient engagées? Ça pour fait des plus d'un an quand même. questions, pour des Ils questions, avaient le FMI, pour des les bailleurs de questions, fonds pour avaient des- exigé. Non, première des choses, question hygiénique, d'hygiène politique. hygiène Il politique. veut montrer qu'il est non propre. Et deuxième chose, pour pouvoir répondre aux exigences des institutions internationales. Parce qu'en réalité, Covid Gate, c'est au-delà de 180 milliards. C'est plus de 200 milliards qui ont été siphonnés comme ça par des amis du chef de l'État pour des raisons ils ont une fois de plus démontré qu'ils étaient que des criminels. Parce que, comme je l'ai indiqué tantôt, voler l'argent destiné aux malades et aux morts il n'y a pas plus criminel que ça. Et les amis de Mme Koyok, qu'elle le soutient sur ce plateau, pourtant elle était exposée, elle pouvait mourir. Plusieurs militants du RDPC sont morts de Covid-19. Et elle est là, elle soutient le voleur. Et c'est très grave. Et vous-même, vous êtes je ne sais parmi pas les si en voleurs. rentrant chez elle ce soir, elle va bien se regarder à la glace et que demain, va elle sera face à ses étudiants. Je ne Ils sais pas vont ce qu'elle va dire. répondre. Et Ils vont je crois que le fait aux d'être étudiants. militante du parti au pouvoir ne fait pas de vous une femme inhumaine. Vous êtes une mère. Vous devez vous comporter comme telle. Non, c'est vous qui voulez le chamaillement. Pardon. Si vous voulez, on vous respecte en tant qu'une dame. Je mais vous moi ai aussi, dit, je il respecte y a tout le des monde. débats Voilà. qui ne sont pas au niveau Et du Parlement. de deux, on a Merci. vu ailleurs comme au Xavier Zimbabwe. Bellemé, vous allez- Rapidement, je vais chuter là. Non, rapidement, on est Ouais, pris par le temps. Au Zimbabwe, on a vu tout un ministre de la Santé qui a été arrêté. Merci, merci, on vous a compris. Dans un Il y instant, avait beaucoup de oui, vous allez continuer un peu le journal D'accord, de monsieur. Julien Bert Bissaï dans un instant, madame, monsieur. Une place de pub.